Il est 8h38 sur studiocalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse israélienne et des médias de ce vendredi matin. Une revue qui va nous permettre de découvrir d'abord les titres de l'actualité, mais également les reportages, analyses et éditoriaux dans les suppléments papier des grands quotidiens israéliens. Et nous commencerons ce matin par le Maariv qui publie, comme chaque vendredi, une édition spéciale et une édition spéciale qui est riche en analystes. Les quotidiens de ce matin titrent: selon les estimations de l'administration Trump, Mahmoud Abbas aurait décidé de parvenir à conclure un accord de paix avec Israël. Pour cela, il serait donc prêt à reprendre les pourparlers avec l'État hébreu sans condition préalable, ce qui est, on peut le dire, nouveau de sa part. Il aurait en toile de fond un désir avoué, celui de proclamer la création de l'État palestinien avant de prendre sa retraite. Mais ce n'est pas tout. Selon le Maariv et surtout selon l'analyse de son correspondant politique Ben Caspit, Ron Lauder, le milliardaire juif actuellement président du Congrès juif mondial, serait devenu au cours des dernières semaines le conseiller officieux du président américain au Proche-Orient, et il pourrait arriver avec Donald Trump le 22 mai prochain à Jérusalem. Selon le Maariv, c'est Ron Lauder, qui était l'ancien ami, on va dire, de Binyamin Netanyahou et qui est devenu au cours des dernières années son ennemi numéro un, qui donnerait actuellement des idées d'accord au président américain, selon Ben Caspit. Alors que les Palestiniens seraient prêts à entamer des pourparlers sans conditions préalables, eh bien, les ministres de la droite israélienne poursuivent leurs déclarations nationalistes. C'est ce qui choque d'une certaine manière Ben Caspit ce matin et qui apparemment embarrasse donc Ron Lauder, et qui a poussé Ron Lauder d'une certaine manière à essayer de parler à l'oreille du président américain Donald Trump, plutôt en le mettant en garde face à Binyamin Netanyahou. Restons dans le Maariv avec l'analyse ce matin d'Avi Benayahu, qui fut pendant de longues années le porte-parole de Tsahal. Toujours à propos de Donald Trump, cette analyse: il faut s'attendre à l'imprévisible, titre le Maariv sous sa plume. Et lorsque Trump affirme qu'il est pour Israël, eh bien, il faut savoir ce que cela signifie. Lui aussi, Avi Benayahu parle de Ron Lauder et des estimations selon lesquelles le milliardaire juif américain fournirait gratuitement à Donald Trump certains conseils concernant Binyamin Netanyahou. Dans le Yediot Aharonot de ce matin, le docteur Yoaz Hendel, qui fut conseiller de presse de Netanyahou, analyse la prochaine visite de Donald Trump sous un prisme intéressant. Il souligne que la presse et les médias ont parlé abondamment ces derniers jours. Nous l'avons fait également de la fermeture inattendue de l'ORTI, Reshut HaShidur, une fermeture qui a suscité une vague de commentaires. Eh bien, il suggère à M. Netanyahou de ne pas faire avec Donald Trump ce qu'il vient de faire avec l'ORTI, c'est-à-dire de ne pas attendre la dernière minute pour agir. Même Yoaz Hendel est sensible au son de cloche qui vient de Washington, selon lesquels Donald Trump aurait finalement choisi d'écouter en priorité le narratif palestinien, qui est de réclamer un État dans les frontières de juin 67. Caroline Glick, dans le Maariv. Caroline Glick est une des éditorialistes et du Maariv et du Makor Rishon, très connue dans la droite nationaliste israélienne, comprend elle aussi que Donald Trump est en passe de se laisser séduire par Mahmoud Abbas et qu'il va entraîner Israël dans un nouveau round de négociations qui pourrait être dangereux pour l'État hébreu. Mais dans ce contexte, Caroline Glick déplore l'actuel positionnement de Tsahal, ou plutôt de sa hiérarchie, de son état-major, qui aujourd'hui n'hésite pas à adopter des positions politiques, alors que cet état-major doit rester au-dessus de la mêlée. Exemple d'une réflexion que l'armée ne fait pas, selon Caroline Glick. Si l'autorité palestinienne cessait, écrit-elle, de financer les terroristes et leurs familles, eh bien, le nombre d'attentats fomentés et réalisés contre Israël aurait certainement baissé, et par conséquent, la coopération sécuritaire avec les forces de sécurité palestiniennes que vantent les généraux de Tsahal ne serait pas aussi intense. Eh bien, écrit Glick, personne n'évoque un tel cas de figure à l'état-major israélien, et c'est bien déplorable. Fin de citation. Le Yediot Aharonot, sous la plume de son principal éditorialiste, Nahum Barnea, parle aussi, lui, ce matin en première page, de son supplément politique de Donald Trump, mais sous un angle inattendu. Barnea fait une supposition. Supposons, écrit-il, que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, décide d'inculper dans les prochains jours Binyamin Netanyahou, en particulier dans cette affaire des cadeaux qu'il aurait reçus de milliardaires américains. Netanyahou, son épouse Sarah, leur fils Yair se réunissent d'urgence pour un conseil de famille. Ils ont alors trois options: soit le Premier ministre annonce sa démission, soit il provoque des élections anticipées, soit
Eh bien, tout simplement, il limoge le conseiller juridique Mendelblit, qui fut, il faut le rappeler, son secrétaire général du gouvernement il y a à peine 3 ans. À l'issue de ce conseil de famille, eh bien, c'est la troisième option qui est décidée, qui est prise, limoger Mendelblit. Pourquoi, écrit Nahum Barnea? Eh bien, parce qu'il n'a pas été reconnaissant et au lieu de couvrir les égarements du couple Netanyahou, il a osé trancher en son âme et conscience. Cela ne vous rappelle rien, écrit Nahum Barnea? Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Donald Trump et le directeur général du FBI, James Comey, qu'il vient de limoger. Les quotidiens israéliens indiquent ce matin que la FIFA, la Fédération internationale de football, a refusé d'entrer dans le jeu des Palestiniens et elle a repoussé à une très forte majorité hier la requête de l'autorité palestinienne d'interdire la participation d'équipes israéliennes des localités de Judée et de Samarie aux divers championnats de football israéliens. 138 pays ont voté contre cette résolution, 50 l'ont soutenue, une proposition mise en avant par Djibril Rajoub, l'un des leaders palestiniens qui d'ailleurs, selon les estimations des analystes politiques israéliens, se sert de sa présidence à la Fédération palestinienne de football pour se placer dans la course à la succession de Mahmoud Abbas. Les quotidiens israéliens et les sites d'information comme Ynet reviennent sur ce qui a été également, nous en avons parlé, l'événement médiatique de la semaine, la fermeture surprise de l'ORTI. Le Yediot Aharonot donne dans son supplément politique du Shabbat la parole à quelques figures de la première chaîne de télévision et de Kol Israël, des figures du passé et du présent, afin qu'elles parlent de ce qui fut pendant de très nombreuses années leur lieu de travail. Ainsi, Rivka Michaeli, qui fut l'une des chansonnières israéliennes de Kol Israël et de la première chaîne de télévision dans les années 70, écrit avec une certaine nostalgie l'annonce inattendue de la fermeture de la première chaîne et de Kol Israël me rappelle l'agodine d'une personne âgée. Lorsque celle-ci meurt, on ne se souvient que de ses plus beaux instants. Rivka Michaeli de raconter son instant de grâce à Kol Israël. C'était le mercredi 7 juin 1967, 2 jours après le déclenchement de la guerre des 6 jours. J'émettais de Tel Aviv sur Kol Israël. Nous avons commencé à recevoir des informations selon lesquelles Tsahal était en train de libérer Jérusalem. Alors naturellement, j'ai diffusé des chansons liées à Jérusalem pendant plusieurs heures et c'est ce que nous avons fait jusqu'à ce que Rafi Amir, notre correspondant à Jérusalem, annonce presque en direct qu'il était devant le Kotel. Mais poursuit Rivka Michaeli, à côté de ces heures d'élévation, il y a eu aussi de nombreuses heures de difficultés, en particulier par rapport à nos salaires. J'ai travaillé pendant 39 ans à Reshut HaShidur et j'ai été limogé par une simple lettre envoyée par la poste, déplore-t-elle. Michal Rabinovitch, elle qui a présenté mercredi le dernier journal télévisé de la première chaîne, raconte cette douloureuse mais émouvante expérience. Elle raconte comment, en apprenant la nouvelle, en découvrant qu'il s'agissait là de son dernier journal, le dernier journal de la première chaîne de télévision. Tous les journalistes, techniciens, producteurs qui étaient à Jérusalem se sont rassemblés et se sont retrouvés durant cette dernière édition dans les coulisses. Et comment, quelques minutes avant que le rideau ne tombe sur cette édition, eh bien, ils se sont tous placés derrière elle. Et avant de rendre une dernière fois l'antenne, eh bien, tous ont entonné la Tikva, l'hymne national israélien. Et puis, pour revenir à quelque chose, on peut dire, de plus gai, sachez que tous les quotidiens israéliens ainsi que les sites internet annoncent qu'Im Riziv, qui représente Israël au concours Eurovision de la chanson, s'est qualifié hier pour la finale de ce concours, une finale qui se tiendra samedi soir et qui sera diffusée, comme pour la demi-finale hier soir, sur la première chaîne. Et oui, cette même première chaîne qui a fermé ses émissions, eh bien, a décidé de les rouvrir parce qu'elle avait déjà conclu un contrat avec l'Eurovision. Et donc, elle pourra diffuser cette finale du concours Eurovision de la chanson samedi soir, mais sans le moindre commentaire de la part de journalistes ou observateurs israéliens. Le supplément du Shabbat du Makor Rishon se penche cette semaine sur l'un des événements les plus marquants de l'histoire d'Israël, la victoire de Menachem Begin et du Likoud aux élections le 17 mai 1977. C'était très exactement il y a 40 ans. Et dans ce supplément, plusieurs articles, analyses et reportages particulièrement intéressants. Le professeur Aryeh Nahor, qui fut le secrétaire général du gouvernement de Menachem Begin à cette époque, explique
que ce dernier a instauré en arrivant au pouvoir des changements majeurs qui ont eu un impact sur l'ensemble de la politique israélienne, mais également sur la culture et ce qu'il appelle l'éthos national. Ainsi, Menachem Begin considérait l'autonomie pour les Palestiniens comme la seule alternative possible à un État palestinien qu'il rejetait catégoriquement, mais les développements politiques et surtout l'assassinat d'Anwar el-Sadat ont empêché la concrétisation de ce plan. Pour Amnon Lor, toujours dans le Makor Rishon, se tournant à sauver Israël, car dans les années 70, le parti travailliste qui avait été hégémonique pendant de nombreuses années en Israël était devenu atrophié par des années de pouvoir et qu'il avait perdu toute boussole idéologique. Quant à Shalom Yerushalmi, toujours dans ce même supplément du Shabbat du Makor Rishon, il souligne que tout pays dont le pouvoir ne change pas ne peut être une réelle démocratie. Et le supplément du Maariv, lui, consacre également sa première page au 40e anniversaire de ce changement de pouvoir, de ce que l'on a appelé le Mahapar, la révolution politique en Israël. Le Maariv souligne qu'aujourd'hui, la gauche israélienne a tendance à s'approprier l'héritage, entre guillemets, pragmatique de Menachem Begin, ce leader nationaliste qui a fait la paix avec l'Égypte et qui était prêt à un compromis avec les Palestiniens. Alors qu'à l'époque, la gauche, elle, considérait Menachem Begin comme un fasciste. Aujourd'hui, elle a tendance à l'encenser. Fin de citation. Le supplément du Israël Hayom, le journal proche du pouvoir, titre en manchette ce matin sur Amos Oz, le célèbre écrivain, qui affirme dans un entretien au journal qu'il n'appartient pas, selon lui, aux élites israéliennes, et il exprime à quel point il se sent meurtri lorsqu'on remet en cause son amour pour l'État d'Israël. Et dans cet entretien, Amos Oz reconnaît lui-même que la presse israélienne a tendance parfois à être quelque peu déséquilibré. Le Maariv cite l'analyse du professeur Ariel Eldad, qui fut l'un des députés les plus à droite sur l'échiquier politique israélien, mais également l'un des plus pertinents et des plus droits, des plus sincères. Il se penche sur le comportement colérique de Tayyip Erdogan, le président turc qui a fustigé, on s'en souvient, en début de semaine, Israël et a appelé les musulmans du monde entier à monter, a-t-il dit, vers El-Aqsa. Pour Ariel Eldad, Erdogan est typiquement le style de leader qui ne comprennent que la force et que l'on ne peut satisfaire en faisant des courbettes comme en ont fait beaucoup trop souvent les dirigeants israéliens à son égard au cours des dernières années. Les quotidiens israéliens de ce matin annoncent l'arrivée au poste de chef d'état-major adjoint de Tsahal du général Aviv Kochavi. Kochavi, qui est très populaire en Israël, devrait être le prochain chef d'état-major après l'actuel chef d'état-major Gadi Eisenkot. Et il devrait consacrer pour l'instant une partie de son énergie à améliorer les relations entre l'état-major et ce que l'on pourrait appeler la vie civile, la société civile israélienne. Et puis, le Yediot Aharonot brise ce matin une idée préconçue et très persistante justement dans cette société israélienne, selon laquelle les habitants de Tel Aviv ne font pas l'armée et passent leur temps, je cite, à la terrasse des cafés. Une enquête réalisée auprès des réservistes de Tsahal révèle que Tel Aviv arrive en tête des villes israéliennes dont les soldats accumulent les journées de Milouim, de réserve, plus de 37 000 contre 28 000 pour Jérusalem, 21 000 pour Haïfa et 14 000 pour Netanya. Le supplément de Jérusalem, du Maariv, cela existe également, a décidé, à l'approche des festivités du jubilé de la libération de la capitale, d'envoyer son reporter sur les principaux sites touristiques de Jérusalem, le Kotel bien entendu, mais aussi le musée d'Israël et le Machane Yehuda, le célèbre marché pittoresque de la capitale. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne de ce vendredi matin par l'événement de la journée de dimanche, auquel les jeunes Israéliens se préparent depuis plusieurs semaines, la fête de Lag BaOmer qui débutera samedi soir à la tombée de la nuit. On attend des centaines de milliers de personnes à partir de samedi soir à Méron sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais les médias soulignent que cette année, la fête a été marquée par la polémique autour des risques de profanation justement du Shabbat parce que la fête tombe samedi soir. Le site Srugim, proche de la mouvance sioniste religieuse, publie une pétition de rabbins sionistes religieux qui appellent à ne pas se rendre samedi soir à Méron, car selon eux, cela risque de provoquer une véritable profanation du Shabbat en obligeant par exemple des milliers de policiers israéliens à se déployer pour assurer la sécurité de ce lieu et donc de se déployer même durant le Shabbat. Paradoxalement, ce sont les sites orthodoxes qui ce matin soulignent que tout a été mis en œuvre à Méron et aux alentours afin qu'il n'y ait pas la moindre profanation du Shabbat. Les sites orthodoxes invitent leurs lecteurs à se rendre à Méron pour célébrer la Hiloula de Rabbi Shimon. Dans le reste du pays, comme le veut la tradition, eh bien, on allumera des milliers de feux de joie.
Les journaux israéliens nous donnent, comme ils le font chaque semaine le vendredi, les heures d'entrée et de sortie du Shabbat. Un Shabbat qui débutera à Jérusalem à 18h52 et à Tel Aviv à 19h07 et qui se terminera demain à 20h08 à Jérusalem et 20h11 à Tel Aviv. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi 12 mai. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Shabbat Shalom à toutes et à toutes. C'était Daniel Haïk en direct de Jérusalem sur studiocalita.com. Shalom.